Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer tout doucement. Je vous souhaite le bienvenu virtuellement ce soir à la première conférence de l'année, donc à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci à vous toutes et tous de nous rejoindre en ligne pour un débat consacré aujourd'hui à la géopolitique de la nature. Nous organisons cette conférence à l'occasion de la sortie du numéro 124 de la Revue internationale et stratégique qui se propose d'aborder la question de la nature sous deux coutures principales. D'une part, la nature comme objet de nos catégories politiques et de nos catégories géopolitiques. Vous trouverez, par exemple, dans le dossier, des papiers de Lucien Chabazon sur le multilatéralisme à l'épreuve des biens communs et comment dépasser le blocage de la gouvernance internationale du vivant. Un papier d'Élise Doumergue et de Sophia Cabège sur la géo-ingénierie du climat, entre promesses prométhéennes et préservation de la nature. Un papier d'Isabelle Tisse-Saint-Jean sur l'écologie comme condition d'émergence d'une gauche mondiale, ou encore un papier de Guillaume Blanc dans le numéro sur l'invention des parcs nationaux en Afrique et la préservation de la nature comme une démarche potentiellement néocoloniale. D'autre part, et à l'inverse, vous trouverez dans ce numéro une problématisation de la manière dont la nature en fait modifie, transforme, bouleverse en profondeur les repères traditionnels du politique et les catégories classiques de la géopolitique. Donc non plus seulement la nature comme objet de nos catégories politiques et géopolitiques, mais comme ce qui vient modifier l'ensemble de ces repères classiques à certains égards. Et dans cette perspective, vous y trouverez donc, par exemple, un grand entretien avec Catherine et Raphaël Larère sur la politique de la nature, avec Bruno Latour sur la géopolitique de la nature, avec Philippe Descola sur ce qu'on a appelé une sorte de cosmopolitique des vivants, et un papier d'Igor Tulirsa sur les racines oubliées de la conscience écologique contemporaine, et sur Romain Gary, qui est également très intéressant et relativement original. Donc, pour débattre finalement de ces deux aspects, de ces deux dimensions de la politique, de la géopolitique de la nature aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir trois intervenants qui sont chacune finalement des acteurs majeurs des débats qui nourrissent l'écologie politique contemporaine. Et nous les remercions chaleureusement de nous avoir fait l'amitié d'être présents ce soir. Tout d'abord, Catherine et Raphaël Larère, donc, qui partageront avec nous quelques éléments de réflexion sur la politique, les politiques de la nature, que nous abordons avec eux dans ce numéro. Et nous passerons ensuite la parole à François Gémen, qui a beaucoup réfléchi lui aussi aux enjeux proprement géopolitiques qu'oppose la question de la nature. Et nous prendrons enfin vos questions que vous pouvez insérer dès maintenant dans le chat, dans l'outil en ligne, et nous nous chargerons de les poser aux intervenants ce soir. Pour finir, très rapidement, j'en profite juste, si vous le permettez, pour remercier notre collègue Marc Ferzeroli, qui a assuré la rédaction en chef du numéro, et donc, comme à l'accoutumée aussi, le gros du travail, avec son flegme et sa compétence habituelle. En revanche, l'épidémie qui nous force à organiser ce débat virtuellement, malheureusement, nous prive aussi de la présence de mon collègue Bastien Alex, qui est souffrant et qui a participé à la direction scientifique de ce numéro. Voilà. Sur ce, je me tais. Je vous propose que nous lancions le débat et que je cède la parole sans plus attendre à Catherine Larère pour quelques réflexions liminaires concernant les politiques de la nature que nous mettons en œuvre aujourd'hui dans le contexte des ruptures écologiques contemporaines. Catherine Larère, la parole est à vous. Bonjour et merci de cette invitation. Donc, je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que les dynamiques écologiques ignorent les frontières.
que ce soit le nuage de Tchernobyl ou les émissions, les gaz émis, les gaz à effet de serre émis qui se globalisent dans l'atmosphère et l'action qu'ils ont a des retombées partout et sans rapport avec le lieu dont ils ont été émis. Mais on pourrait prendre des tas d'autres exemples. Hein. On pourrait dire aussi que les loups ignorent les frontières, qu'ils arrivent d'Italie Ils ne la demandent pas de visa. Et ils ne demandent pas de visa. Donc, je crois qu'il y a ça d'abord. Et du coup, la nature, ou ce qu'on désigne comme telle, intervient dans des politiques où on ne l'attend pas, et à un niveau global. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que de cette ignorance des frontières, puis on vit sur une sphère, donc il n'y a pas de limite, hein, ça tourne en rond. La Terre n'est pas plate. La Terre n'est pas plate, oui, qu'on sache. Et bon, on a pu le voir aussi pour la pandémie dans laquelle on se trouve toujours, hein, la rapidité et l'ignorance des frontières. Ceci dit, le support du SARS-CoV-2, c'est les lignes aériennes. Hein. Donc, cette irruption de la nature dans les politiques et les sociétés humaines, elle s'entremêle avec des infrastructures et des actions humaines. Donc, ce qu'on peut dire à partir de là, c'est que la politique de la nature, elle a l'obligation d'être globale ou internationale, puisque c'est là que ça se passe, c'est là que ça peut pas être enserré dans un endroit précis, et que de ce point de vue-là, il y a, pour appeler, une institutionnalisation hein, des réseaux d'interaction entre humains et nature, qui peut être aussi bien scientifique, c'est le GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernemental du climat, c'est l'équivalent pour la biodiversité qu'est l'IPBES, ce sont les gouvernements qui sont bien contraints de se réunir, ce sont les grandes ONG internationales hein, qui jouent un rôle extrêmement important, on l'a vu dans les différentes conférences. Donc, il y a une cosmopolitisation de fait hein, des questions écologiques et des questions naturelles. Et ça ne peut pas être autrement. Bon, ceci dit, si c'est inévitable, ce n'est pas le seul niveau, parce que ça présente aussi des limites très nettes. Très nettes, oui. Bon, je vais prendre la relève. Mais si vous voulez, au niveau global, où ça se situe, ce que font d'ailleurs les scientifiques qu'il y a dans le GIEC ou dans l'IPBES, hein, qui est le GIEC pour la biodiversité et les services écosystémiques, ou ce qui nous est donné très souvent par l'UICN ou WWF, ce sont des catégories globales, des big data hein, globales, qui permettent effectivement, et ça c'est très important, de lancer l'alerte, de dire ben, ça va très mal. Ça va très mal, le réchauffement climatique risque de dépasser largement les 1,5 degré, l'érosion de la biodiversité est très importante, etc. Donc, mais alors, la question est, à qui ça s'adresse? Et c'est là que je dirais que ça s'adresse à quoi? Ben, ça s'adresse soit à un gouvernement mondial qui n'existe pas. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il n'existe pas, parce que plus on monte en généralité, plus il est difficile d'avoir des procédures démocratiques. Donc, un gouvernement mondial ne serait pas démocratique. Donc, il n'existe pas. Donc, ça s'adresse à quoi? Ben, à l'international, à des États qui font des COP, qui font qui discutent, qui négocient. Et c'est très important qu'ils le fassent. Mais ils sont presque d'oublier après leurs propres engagements.
donc, je dirais que d'une certaine façon, ce niveau global pêche par une impuissance politique. Soit il s'adresse à des gens qui veulent rien faire, ou pas grand-chose, qui ne pensent qu'au business as usual, soit il s'adresse à rien, puisque ça n'existe pas, il n'y a pas d'institution qui soit capable d'imposer une stratégie à tous les États, quels qu'ils soient. Donc, et j'ajouterais, c'est tant mieux. ah ben c'est tant mieux, oui, oui. Non, mais c'est ce Un que j'ai dit. gouvernement mondial, si jamais il S'il existait, serait existait, despotique. il serait despotique. Ça, je suis assez opposé aussi au despotisme éclairé des savants. Donc, alors, d'autre part, ben, la question qui se pose à nous, c'est que faire? Que faire dans la mesure où il est important que les États s'engagent à prendre des mesures qu'ils ne prennent pas, mais au moins, on sait ce qu'il y a et on peut se mobiliser et on peut les attaquer en justice pour ne pas avoir tenu leurs promesses, bon, leurs engagements, plus exactement. Mais si on veut intervenir, ben, les données du GIEC et les données de l'IPBES ne permettent pas de le faire. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ben, il faut savoir exactement ça les possibilités d'action dépendent des conditions économiques, des conditions sociales, des conditions d'augmentation de température, de météorologique, etc., qui varient d'une région à l'autre. On ne fera pas exactement la même chose en France et au Burkina Faso, parce que la France n'a pas les mêmes capacités d'investissement que le Burkina Faso. Bon, et puis on ne fera pas les mêmes choses dans telle région et dans telle autre. C'est pour ça d'ailleurs que se mettent en place des GIEC régionaux, et là en Aquitaine en particulier, pour essayer justement d'adapter, je dirais, de localiser la question globale qui est celle de il faut absolument qu'on diminue les gaz à effet de serre. Et c'est la même chose pour la biodiversité. Si on veut œuvrer pour préserver, voire pour augmenter la biodiversité, on sait comment faire. Ça, je pourrais passer, on sait comment faire. Théoriquement, techniquement. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir exactement, d'une part, non seulement quelles sont les espèces présentes, mais quelles sont leurs interactions, parce que c'est les interactions entre les espèces qui fait marcher les écosystèmes. Et puis surtout, quels sont les facteurs de fragilisation? Pour quelles raisons il y a ça ne sera pas la même suivant les lieux, suivant les régions. Hein. Ici, ça pourrait être dû au développement de l'agriculture productiviste, ailleurs au bétonnage, ailleurs à des pollutions de type industriel, etc. Bon, tout ceci est effectivement tout à fait, ne peut être maîtrisé qu'au niveau local. Alors la question n'est pas d'opposer le local au global, mais de remarquer qu'avec les objectifs globaux, et en sachant effectivement qu'il y a, il faut les transposer localement, parce qu'au niveau local, on a la possibilité à la fois conceptuelle, de savoir ce qu'il faut faire, et on a aussi éventuellement la possibilité politique, en sachant que pour ça, il faut lutter. Si vous voulez lutter contre l'agriculture productiviste, vous aurez contre vous la FNSEA, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur éventuellement. Donc, vous voyez,
bon, on passe à un autre niveau, au Alors fond. moi, j'ajouterais, avant de passer à un autre niveau, bien évidemment, on est d'accord, qu'une des raisons de ne pas en rester au seul niveau global, c'est que le type de raisonnement et d'explication au niveau global, le type de pensée systémique au niveau global sur les interactions Ouais. et les interconnexions, la constatation de l'impuissance, de cette double impuissance qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire à la fois épistémique et politique, et le terrain même du catastrophisme. Si on en reste au niveau global, on est Ah, on est sûr d'être… à peu près sûr d'être désespéré et donc de se dire qu'on va droit vers l'effondrement. Moi, j'ai été particulièrement triste d'entendre, par exemple, des jeunes, après la COP de Glasgow, constatant que ça n'avait pas été des décisions extrêmement audacieuses, être complètement désespérés. C'est-à-dire, tant qu'on en reste là, d'une part, on ne comprend pas, et c'est ce qu'a bien dit Stéphane Aïkout, c'est que les conférences internationales, elles ne prennent pas des décisions audacieuses. On peut juste attendre à ce qu'elles aient une vision modérée. Et donc, si on en reste là, on est complètement désespéré. D'où l'importance, non pas de se replier sur le local, mais, je reprends l'expression à Bruno Latour, de localiser le global, c'est-à-dire de saisir ces phénomènes globaux. On a dit le changement climatique, c'est un des plus nets, mais il y en a d'autres, les cycles de l'azote, etc. Il y en a plein d'autres. De saisir cette transformation globale à un niveau où on est capable d'agir, où on a la possibilité politique parce que, et cognitive. Et cognitive d'agir. Voilà. Je ne sais pas, tu veux rajouter une chose? Ça va. Peut-être on s'arrête là et puis on répondra à des questions. Oui. Je vais essayer de prendre le maximum de questions possibles de la part du public parce que forcément, c'est un sujet qui est à la fois qui suscite beaucoup l'intérêt. Donc, de mon côté, je vais essayer de parler le moins possible pour que vous puissiez vous parler le plus possible et qu'on puisse prendre le plus de questions possibles de la part du public. François Gémen, est-ce que je peux vous passer la parole à votre tour? Bien sûr, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir aux 193 participants qui nous écoutent en ligne. Peut-être pour lancer la discussion, pour initier ce qui j'espère sera un flot nourri de questions, quelques réflexions liminaires sur effectivement la géopolitique de la nature qui est bien le thème du dossier de la revue de l'IRIS à l'occasion duquel est organisée cette conférence. Je suis chercheur en sciences politiques et plus particulièrement en relations internationales. Et ce qui me frappe, c'est de constater quelque part la vanité de ma discipline à analyser les questions de changement climatique. Et lorsque je dis la vanité de ma discipline, je ne veux pas dire qu'elle est prétentieuse, même si beaucoup de chercheurs en relations internationales sont souvent prétentieux. Je veux dire simplement que nous nous trouvons face à une démarche qui est vaine par nature dans son appréhension du changement climatique et plus globalement des changements environnementaux globaux. Pourquoi cela? Parce que le postulat de base des relations internationales, c'est qu'il est possible de comprendre le monde en analysant les rapports entre les nations, littéralement les relations internationales. Et c'est pour cette raison, certainement, que les questions d'environnement ont historiquement joué un rôle assez secondaire dans la pensée et dans le corpus des relations internationales, tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans les cases. C'est-à-dire qu'on ne considérait pas que les questions d'environnement pouvaient mobiliser véritablement des enjeux de pouvoir, des enjeux de domination, etc. Et lorsque
on a essayé d'introduire l'environnement dans les relations internationales, on a tout naturellement développé le concept de géopolitique qui se proposait d'analyser les rapports de pouvoir entre les nations autour des choses de la nature. On a eu une géopolitique de l'eau, on a eu une géopolitique du pétrole, une géopolitique des forêts, etc. C'est-à-dire qu'on allait intégrer à l'analyse des relations internationales toute une série d'objets naturels, l'eau, le pétrole, le gaz, le bois, autour desquels on allait analyser les rapports de puissance entre États, entre nations. Dans la géopolitique, dans son acception classique, la Terre, les éléments terrestres, sont des objets de politique. Or, le problème dont nous nous rendons compte à l'évidence aujourd'hui, c'est que la Terre n'est pas seulement un objet de politique, mais qu'elle est devenue un sujet de politique. En d'autres termes, que tous les grands sujets politiques qui vont traverser le XXIe siècle et qui vont mobiliser l'ensemble des gouvernements, qu'on discute de migration, qu'on discute de développement, qu'on discute de santé publique, qu'on discute de paix et de sécurité, qu'on discute de commerce, toutes ces grandes questions, tous ces grands enjeux politiques vont être profondément traversés par les enjeux soulevés par la crise écologique ou par l'anthropocène, comme on le dit parfois, que ce soit le changement climatique, que ce soit la crise de la biodiversité, que ce soit d'autres types de pollutions encore. On ne peut plus aujourd'hui prétendre mettre en place une gouvernance des migrations, de la santé publique ou de la paix et de la sécurité sans prendre en compte ces enjeux naturels. Et donc, en d'autres termes, on ne peut plus non plus avoir la prétention de comprendre le monde uniquement par l'analyse des rapports entre les nations. Parce que si l'on veut comprendre le monde aujourd'hui, il faut aussi considérer les rapports que ces nations vont entretenir avec les éléments naturels, pour le dire platement, vont entretenir avec la Terre. Et donc, ça ne suffit plus pour comprendre le monde d'analyser les rapports entre les nations, mais il faut aussi comprendre, quelque part, les rapports entretenus avec la Terre, simplement parce que on comprend désormais qu'on ne peut plus séparer la Terre et le monde. On ne peut plus considérer qu'il y a d'un côté l'astre céleste sur lequel nous habitons, qui serait régi par les lois des sciences naturelles, et qu'il y aurait de l'autre côté le monde en tant qu'organisation politique et sociale de la Terre, qui serait quant à lui régi par les lois des sciences sociales et humaines. Mais qu'au contraire, les deux doivent être compris ensemble, et c'est sans doute, même si c'est un autre débat, la raison pour laquelle on ne peut plus séparer aussi distinctement qu'on le faisait jadis les sciences naturelles des sciences humaines et sociales. C'est une transformation profonde, évidemment, pour les relations internationales, notamment parce que toute une série de concepts fondamentaux dans la philosophie politique ou dans les relations internationales se trouvent remis en cause par cette crise écologique et notamment singulièrement par le changement climatique. Si je prends par exemple un concept comme celui de souveraineté nationale, on peut se demander quel est encore le sens qu'on peut donner à la souveraineté nationale lorsqu'on est un petit État insulaire du Pacifique Sud ou de l'océan Indien, dont l'existence même est remise en cause par la hausse du niveau des mers. En d'autres termes, si vous êtes Tuvalu ou Kiribati, qu'est-ce que ça veut encore dire pour vous, la souveraineté nationale, lorsque littéralement votre territoire disparaît sous vos pieds, non pas à cause d'actions que vous avez posées vous-même, mais à cause d'actions posées par d'autres à l'autre bout du monde, sur lesquelles vous n'avez finalement quasiment aucune prise. De la même manière, le concept de frontière, qui est évidemment central dans les relations internationales, est aussi redéfini.
notamment parce que, comme Catherine et Raphaël Larère l'ont exprimé, les questions environnementales ne connaissent pas de frontières, mais par contre, elles vont redéfinir toute une série de frontières politiques que nous avions envisagées. La hausse du niveau des mers, par exemple, va littéralement redessiner les contours des pays et des continents. Toute une série de frontières politiques qui étaient juxtaposées à des frontières naturelles, sur des cours d'eau par exemple, vont aussi se trouver modifiées simplement parce que ces éléments naturels vont se trouver modifiés. Et en allant même plus loin, on peut se demander si la notion d'État est encore aujourd'hui la plus pertinente. À la fois parce que la notion d'État est remise en cause par la possible disparition de certains territoires insulaires. Certains territoires insulaires sont aussi des États indépendants et souverains, et donc la potentielle disparition de leur territoire pose la question du rapport entre le territoire et l'État. Or, historiquement, l'État a toujours été fondé sur la notion de territoire. Ça reste aujourd'hui le critère numéro 1 des critères de Montevideo pour qu'un État soit reconnu sur la scène internationale. Et lorsqu'on aborde la gouvernance mondiale de cette question, Catherine et Raphaël Larère ont souligné à juste titre qu'il n'y avait pas de gouvernement mondial et qu'il n'était sans doute pas souhaitable qu'il y en ait un, puisque ce serait vraisemblablement un gouvernement despotique. Mais par contre, on peut se demander si les mécanismes de négociation internationale et de coopération internationale doivent encore reposer sur les seuls États. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire entrer dans la négociation, dans la coopération, d'autres entités que les seuls gouvernements, notamment parce qu'on voit bien les limites des gouvernements à agir. Et que quelque part, nous sommes encore en train d'essayer de régler des problèmes du XXIe siècle avec des instruments qui sont profondément datés. Et quelque part, qui sont datés parce qu'ils correspondent encore à une sorte de vieille acception des relations internationales, parce qu'ils correspondent encore à l'idée qu'on peut comprendre le monde par l'analyse des rapports entre les nations. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui pour les relations internationales, c'est précisément de redéfinir une nouvelle géopolitique dans laquelle la Terre ne serait plus un objet de politique, mais deviendrait pleinement un sujet de politique. Et ça implique, à mon sens, de dépasser les seules nations, les seuls gouvernements comme acteurs des relations internationales. Voilà, quelques propos liminaires pour, j'espère, lancer la discussion. Merci infiniment, François. Juste pour rebondir là-dessus, dans les débats qu'on avait eus avec Philippe Descola et Bruno Latour dans le cadre de ce numéro, était apparu notamment le fait que, disons, pendant la première modernité, avant la première modernité, justement, sur ces questions de souveraineté et de territoire, en Europe, de multiples souverainetés cohabitaient sur un même territoire. Ensuite, la souveraineté s'est consolidée autour du territoire et des frontières de l'État-nation. Et comme le dit Bruno Latour, les États-nations, qui sont devenus, enfin des territoires qui sont devenus les États-nations, ont commencé à définir finalement ce qu'était l'extérieur. Et ce concept, cette catégorie de nature est devenu en fait à remplacer l'idée d'extérieur. Et ça a finalement créé l'idée d'espace finalement à conquérir, à dominer, à coloniser, à exploiter. Et finalement, la consolidation même des États-nations dans la première modernité a finalement construit en miroir cette idée d'espace à conquérir et de nature à exploiter ou à dominer. Est-ce que vous seriez à peu près… Et donc, justement, la période d'aujourd'hui est une période de remise en cause de la souveraineté finalement relativement monolithique de l'État-nation par toute une série de mécanismes que vous avez tous trois mentionnés. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous seriez à peu près d'accord? Je vois Catherine qui a une objection. Ce n'est pas une objection, c'est une précision qui ira dans le sens de ce que vous dites. La définition que donne Hobbes de la souveraineté, qui à mon avis est la plus claire et la meilleure, le souverain, c'est celui qui décide en dernière instance
aussi bien vis-à-vis de ces sujets que vis-à-vis des autres souverains. C'est-à-dire que la notion même de souveraineté effectue un partage entre intérieur et extérieur, et sur ce partage, elle dit qu'elle décide en dernier recours. Donc, de ce point de vue-là, bon, je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit François Gémen, qui en sait beaucoup plus que bon. Je dis l'internationalisation pour aller vite, hein, le fait que La globalisation. la globalisation, oui, mais Oui. ou la mondialisation, enfin, on pourrait discuter longtemps. Non, pas mondialisation. Des questions écologiques fait que la notion même de souveraineté vers l'extérieur n'a strictement plus de sens. Je rappellerai aussi pour bien, enfin, ça l'éclaircit pour moi, quand à l'extrême fin du XXe siècle, John Rawls fait une conférence sur ce qu'il appelle the law of people, hein, qu'on peut traduire par droit international ou le droit des peuples. Il considère que les États, dans leurs relations entre eux, n'ont qu'une question, c'est est-ce qu'on vit en paix ou est-ce qu'on se fait la guerre? Il est évident que les questions qui apparaissent au niveau global ne sont pas uniquement des questions de paix ou de guerre. Donc il y a une irruption, une variété qui fait effectivement que les catégories qui durent jusqu'à la fin du XXe siècle. Hein, et Rawls réfléchit encore sur des États finalement qui sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt commun. Ça, c'est terminé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, en relations internationales, effectivement, toute la généalogie de la géopolitique repose finalement sur Hobbes et sur cette idée qu'on va transformer finalement la multitude en peuple, et pour constituer un peuple qui ne s'entretue pas, qui vivra en paix, l'État-nation est absolument indispensable. Et ce n'est pas seulement les conditions politiques du fait que les individus puissent vivre ensemble, c'est aussi les conditions épistémiques, puisque finalement, même la science, les conditions de la science sont assurées par le fait enfin, les conditions de possibilité de la science sont assurées par le fait que Hobbes est obligé finalement de partir de l'État-nation pour penser le fait que les individus vivent ensemble du point de vue politique, mais aussi puissent mettre en œuvre une démarche scientifique. Alors qu'en fait, en relation internationale, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, une figure comme Spinoza ne participe pas du tout à cette généalogie de la géopolitique. C'est une figure qui n'est pas du tout mobilisée, alors qu'à la même période, pendant la première modernité, on pourrait, à partir, par exemple, de Spinoza, construire une toute autre géopolitique, une toute autre généalogie des relations internationales, qui serait d'une certaine manière peut-être mieux adaptée à ce qu'est la souveraineté aujourd'hui. Et on pourrait peut-être aller encore plus loin et se dire, voilà, l'État-nation est conçu au départ comme une sorte de garantie de la paix et de la sécurité enfin, en Europe au départ, mais l'Europe se considérait comme le monde à l'époque. On pourrait sans doute se dire aujourd'hui que la disparition de l'État-nation est peut-être la meilleure garantie que nous ayons d'assurer la paix et la sécurité dans le monde. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quelque part, l'idée d'État-nation, c'est que quelque part, nous nous sentons responsables vis-à-vis des membres d'un groupe social que nous avons déterminé comme étant notre nation et comme habitant sur un territoire déterminé. Mais le problème, c'est que si nous nous considérons responsables uniquement comme vis-à-vis de ceux que nous identifions comme partie de la communauté nationale, ça veut dire que nous ne nous sentons pas responsables de ceux qui habitent au-delà de nos frontières, qu'il s'agisse de frontières géographiques ou de frontières générationnelles. Or, si l'on veut pouvoir gouverner le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité ou d'autres problèmes écologiques, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il est absolument impératif que nous définissions une responsabilité, non pas uniquement vis-à-vis de ceux qui constituent notre communauté nationale, mais vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Et qu'en d'autres termes, nous parvenions à projeter notre responsabilité au-delà de nos frontières. Et que donc, il me semble qu'il y a une sorte de nécessité de redéfinir l'identité de chacun comme étant avant tout
terriens et terriennes pour que cette responsabilité puisse se matérialiser. Et donc, à mon sens, il y a une sorte de nécessité à dépasser l'État-nation. Alors, je ne sais pas s'il doit forcément disparaître, mais en tout cas, il doit être dépassé pour qu'on puisse, quelque part, gouverner ces enjeux écologiques globaux. Alors, comment dépasser l'État-nation sans constituer l'État mondial que Catherine et Raphaël Larère, disons, imaginent comme un État despotique? Est-ce qu'on a un moyen de trouver un juste milieu? Est-ce que, par exemple, par hypothèse, je ne sais pas, est-ce que l'Union européenne est un des modèles de dépassement de l'État-nation sans État mondial tyrannique ou pas? C'est en tout cas un des seuls modèles qui existent d'entité supranationale, puisque l'Union européenne a la capacité d'imposer à ses États membres un certain nombre de règles. Et d'ailleurs, cette supranationalité est de plus en plus virulemment contestée dans le débat public. J'ai envie de dire que plutôt que de passer sur un modèle supranational, ça me paraît peut-être plus intéressant de faire entrer dans la gouvernance d'autres entités que les seuls gouvernements. On pourrait imaginer que des organisations internationales ou des villes, des régions, voire même des représentations de la société civile puissent participer à cette forme de gouvernance, ce qui pourrait permettre d'autres alliances que des alliances conçues sur un plan si strictement national. Pardon, Catherine. Oui, non, je voudrais bien intervenir. D'abord, justifier l'affirmation que j'ai faite en disant un gouvernement mondial serait à peu près sûrement despotique. Là, je me réfère en fait à ce qui a été établi au XVIIIe siècle par Montesquieu et repris par Kant, hein, l'idée qu'il y a un rapport entre l'étendue, alors appelez ça territoire ou autre chose, hein, l'étendue du territoire sur lequel s'exerce une autorité et le type de gouvernement qu'il y a. Et ça, bon, Kant le reprend dans le projet de paix perpétuelle, et l'idée qu'à un niveau mondial, il ne peut pas y avoir d'autorité, alors on dira à l'époque on ne dira pas démocratique, mais on dirait maintenant démocratique. Et que, moi je l'ai même vu affirmer, hein, toute montée en généralité de la démocratie est une perte de démocratie. Parce que, on le voit avec les problèmes de représentation au niveau d'un État comme la France, bon, on imagine les problèmes de représentation qu'il y a au niveau européen, hein. On a vu au moment de la Constitution européenne à quel point on perd en démocratie en montant en généralité. Au niveau mondial, ce ne serait certainement pas démocratique. Donc c'est pour ça. Alors d'autre part, moi ce que je voudrais dire à François Gemène, c'est que bon, moi je comprends très bien et je suis très bien, hein, ce qu'il dit. Je dirais, il ne faut pas perdre ce qu'on a pour quelque chose dont on ne sait rien. On voit les pays où l'État s'effondre, c'est juste là la catastrophe, hein. Un pays comme le Liban, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Donc, il me semble que pour inclure des éléments, enfin des représentants de la nature, ou bon, dans les négociations, il faut avoir en fait des États bien implantés et en lesquels les citoyens d'un pays aient confiance. Donc je dirais, c'est pas avec des États faibles qu'on fera ça, pas des États forts au sens autoritaire, mais avec des États qui ont vraiment la confiance de leurs citoyens. Oui, à condition qu'ils l'aient. Mais oui, non, c'est pour ça. Non, mais moi je pense qu'il y a quand même effectivement dépassé l'État. Effectivement, on a évident, des organisations internationales, nationales, etc., représentants qui seraient des porte-paroles de la nature. Bon, là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que quand même, il faut se dire que les États, ils nous embêtent. Ils nous embêtent parce qu'ils ne font pas ce qu'ils sont engagés à faire, parce qu'ils n'ont qu'une idée, c'est de continuer le business as usual, etc. Et en même temps, on a besoin d'États. On a besoin. Quoi ? Oui, mais on est dans l'international. Oui, on a besoin d'États, mais justement, dans l'international, on a
on a moins besoin d'État, mais au niveau où l'on se place, qui est celui de la vie des gens, eh ben, ils ont besoin d'un État qui, effectivement, ben, tout simplement parce que l'État, ça veut dire des écoles, ça veut dire des hôpitaux, ça veut dire une sécurité, un minimum de sécurité. Donc, je pense que quand même, c'est vrai que c'est là où l'État a disparu qu'on est dans la catastrophe totale, hein, que ce soit au Liban ou quoi. Oui, ou en Afghanistan. Ou en Afghanistan. Hein. Donc, c'est... bon, je pense que là, on ne peut pas se passer de l'État comme ça. Eh ben, il faudra bien faire avec. Et justement, à l'international, ben, quand il s'agit de discuter, de négocier ce qu'il faut faire avec la nature, ben, faudra bien que les États soient présents autour de la table. Et il faut être assuré démocratiquement, Voilà. je crois que c'est ça. Sans renforcement de la démocratie, on ne peut pas dépasser l'État-nation. Sur cette question importante, je crois aussi qu'on ne pourra pas gouverner les questions écologiques sans résoudre la crise de la démocratie représentative. Oui. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a effectivement un vrai problème par rapport aux institutions de la démocratie représentative que beaucoup de gens considèrent comme n'étant plus légitimes, comme ne les représentant plus. Et ça s'exprime via divers canaux. À la fois, c'est la très grande défiance vis-à-vis des politiques et du Parlement qui est considéré comme n'étant plus représentatif des gens. C'est aussi une certaine défiance vis-à-vis de ce qui apparaît comme l'autorité scientifique ou comme ou vis-à-vis des médias, c'est-à-dire vis-à-vis de toutes les institutions, quelque part, qui font partie de la démocratie représentative. Et le problème, c'est de se dire qui, au fond, est légitime à nous représenter dans la gouvernance des questions écologiques. Et donc, je ne pense pas non plus qu'on puisse se passer de l'État, mais par contre, je pense que l'État et certainement la démocratie représentative peut se trouver renforcée si d'autres acteurs sont intégrés. Et je ne parle pas forcément ici de représentants ou de porte-parole de la nature, ça, c'est une idée très latourienne que j'aime beaucoup, mais qui me paraît difficile à mettre en place en Localement, pratique. ça marche très bien. Mais par contre, on peut imaginer d'intégrer des municipalités, on peut imaginer d'intégrer des organisations internationales, on peut imaginer d'intégrer des scientifiques ou des ONG. Il faut évidemment définir des modalités. On peut même envisager d'intégrer des entreprises privées, pourquoi pas. La question, c'est de voir quelles sont les modalités. Et effectivement, il faudra, pour que les gouvernements acceptent cela, qu'ils se sentent suffisamment solides et en confiance vis-à-vis de leur population pour accepter que d'autres représentants qui représentent d'autres choses, quelque part, soient complémentaires par rapport à eux et non pas concurrents. Ouais. Je vais prendre, si ça vous convient, une première série de questions de la part du public. Il y a des questions, du coup, qui permettent de concrétiser un peu le débat, de prendre quelques exemples. Pierre Dumollard, par exemple, qui pose la question de savoir quelles sont les locomotives, vers qui, sur quel continent, vers quel pays est-ce qu'il faut regarder, quels sont les États-nations qui font office de locomotive dans comment dire, sur la scène internationale aujourd'hui, et à l'inverse, quels sont les pays les plus menaçants, notamment pour la biodiversité. Philippe Drizin qui nous pose la question, justement, qui tente de concrétiser ça au niveau européen et qui prend l'exemple du nucléaire. Il dit, prenons l'exemple de l'Allemagne qui ferme ses centrales nucléaires et veut développer les centrales au gaz, russes entre parenthèses, et à l'inverse de la France qui envisage de redévelopper le nucléaire comme énergie verte. On a vu ce qui s'est passé au niveau de la Commission européenne très récemment. Alors, il pose la question, comment concilier, y compris tout simplement au niveau européen, ces deux stratégies qui semblent contradictoires pour conserver une cohérence minimale au niveau européen. Et enfin, Pascal Revaux, qui dans une mise en perspective historique, considère que finalement les rapports entre les États-nations et la nature
ont toujours été relativement compliquées et qui posent la question de comment dépasser la question de la nature comme, disons, un extérieur menaçant qu'il est nécessaire de réguler, que les États voient comme une sorte d'extérieur qu'il conviendrait de réguler, soit parce que c'est un extérieur menaçant, soit parce que ça permet le développement économique. Est-ce que vous souhaitez prendre une ou deux de ces questions-là? Sur la biodiversité. Oui. François, peut-être, est-ce qu'il y en a une ou deux qui, notamment justement sur les questions européennes, est-ce que ça vous... Oui, peut-être. C'est sûr qu'aujourd'hui, les pays développent différentes stratégies énergétiques qui sont effectivement parfois, je ne dirais pas contradictoires, qui sont en tout cas divergentes et différentes. Il faut bien se rendre compte, je crois, que les pays ne partent pas tous du même point de départ. Et que si on étend la question au-delà de la question du nucléaire ou au-delà de la question européenne, il est certain que dans certains pays, notamment en fonction de facteurs géographiques, il va être plus facile de développer l'énergie solaire ou l'énergie éolienne et plus compliqué dans d'autres pays. C'est compliqué de mettre des éoliennes offshore en Suisse, par exemple. De la même manière, par rapport aux énergies fossiles, le renoncement aux énergies fossiles va être beaucoup plus facile dans certains pays que dans d'autres. C'est facile pour la France de renoncer à l'exploitation de pétrole en France métropolitaine, parce qu'il y a un malheureux puits de pétrole sur la route de Reims. Mais par contre, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour un pays comme l'Arabie saoudite, c'est beaucoup plus difficile pour la Chine ou pour l'Inde de renoncer au charbon. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir prendre en compte, dans une forme de gouvernance internationale, il faut prendre en compte ces différentes contraintes et le fait que tous les pays ne partent pas de la même ligne de départ. Et la difficulté de la gouvernance pour le climat, c'est qu'évidemment, il n'y a pas une recette miracle qu'on puisse appliquer à tous les pays, y compris d'ailleurs dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, simplement parce que selon les pays, les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre vont être très différents les uns des autres. Et donc, il faut quelque part pouvoir prendre en compte le fait que les pays ne partent pas tous de la même ligne de départ, n'ont pas tous les mêmes contraintes, n'ont pas tous le même équipement, et c'est la très grande difficulté des négociations internationales. Et cette difficulté, c'est comment est-ce qu'on trouve une sorte de régime international qui soit considéré comme équitable par l'ensemble des parties, sachant qu'il n'y a pas une seule définition univoque de l'équité et que souvent les différents États vont arriver avec des définitions de l'équité qui cherchent surtout à coller à leurs intérêts nationaux. Et donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément un problème que différents pays aient différentes stratégies énergétiques ou différentes stratégies de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. L'important, c'est que quelque part, la comparaison de ces différentes stratégies soit considérée comme équitable au niveau européen ou au niveau international. Catherine et oui, Raphaël, moi, sur la nature comme extérieur menaçant, moi j'ai envie de dire que la nature n'a jamais été aussi menaçante que ces derniers temps. Hein. Simplement, elle l'est de façon très différente. Mais bon, ce qu'Isabelle Stengers appelle l'intrusion de Gaïa, hein, ou ce que Caroline Merchant appelle autonomous nature, la nature autonome, ce que nous croyons être comme une maîtrise de la nature se révèle être une perte de contrôle. Il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas prévues. Je pourrais reprendre tout ce qui s'est passé depuis cet été, hein, sur les incendies, les inondations, etc., etc. Mais ce n'est pas un extérieur. Ça intervient là où nous sommes. Hein, et donc, ce n'est pas un extérieur qui peut être repoussé ou conquis. C'est dans notre espace de vie même qu'interviennent des phénomènes naturels qui ne sont ni prévus ni prévisibles. Hein, on peut s'attendre à une série d'intrusions diverses, mais prévoir ce qui va se passer. Moi, par exemple, pour dire,
L'année dernière, j'étais en discussion avec le responsable d'un journal pour de jeunes agriculteurs, et c'était juste après qu'il y a eu cette gelée qui a atteint les vignes et dont on a vu les conséquences. Bon, et ils se disaient, qu'est-ce qu'on peut inventer pour protéger les vignes des gelées? Ben, la prochaine fois, ça ne sera peut-être pas une gelée, ça sera peut-être du 25 degrés en février. Donc on a affaire à une nature non pas extérieure, mais de plus en plus imprévisible. Et ça me paraît la caractéristique principale Voilà. de notre époque d'Anthropocène. Et on n'a pas perdu l'habitude de réfléchir sur l'imprévisible parce que, effectivement, l'économie, ça suppose qu'on ait prévu. Or, quand on est en face de l'imprévisible, de l'incertitude, c'est très difficile de prendre des décisions. Et ça, c'est vrai aussi bien au niveau international que régional, que national, que local. Alors, les questions que l'on reçoit du public sont un peu plus pessimistes finalement que vos interventions. On a Bernard Calahorra qui nous, il est là. Bonjour Bernard. Qui nous demande si on est en mesure de pouvoir gouverner l'ingouvernable. Alors, les organisations internationales sont impuissantes et elles-mêmes dans l'incapacité de décider, mais le local n'est pas mieux armé pour articuler les problèmes qui se posent à leurs échelles avec les problèmes globaux. Ne sommes-nous pas plutôt condamnés à subir le chaos et à accepter de subir plutôt que de gouverner, ou au mieux de réagir aux événements, faute de pouvoir les anticiper et projeter notre devenir, avec finalement la question subsidiaire, est-ce que ça ne pousse pas les gens à voter pour des partis, pour des leaders charismatiques ou des partis autoritaires? De même, Edith Godefroy, qui nous dit que ces 2 années de crise sanitaire ont peut-être montré que finalement, les choses sont relativement incontrôlables et donc que les pays souhaitent justement retrouver leur souveraineté. Guillaume Tchoukavov, pardon, excusez-moi, est encore plus pessimiste puisqu'il nous dit que finalement, les États-nations commencent à intégrer l'environnement, mais de manière à ce que potentiellement, ils deviennent un sujet à conflit armé. Est-ce que c'est une vision qui est pas trop catastrophiste pour vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui, dans moyen, long terme, est quelque chose de réaliste? Il cite par exemple l'exemple du lac Tchad. Et enfin, dernière question de François Loiret, qui nous dit que l'État, c'est aussi le judiciaire. Et qui nous demande si finalement le judiciaire n'est pas justement ce contre-pouvoir qui aujourd'hui est le principal acteur susceptible de forcer les États à agir. Catherine ou Raphaël Larère, je peux répondre tout de suite sur le judiciaire. Oui. C'est Judith Rochefeld qui a très bien montré dans Justice pour le climat. C'est une juriste qui a étudié le contentieux climatique et donc les recours que font les sociétés civiles, type l'affaire du siècle, hein, contre les États accusés de ne pas tenir leurs engagements. Alors, il faut voir que c'est quelque chose qui est lié aux accords de Paris, hein, et à la façon et au type d'engagement des États qui s'engagent à faire des réductions, qui ne les font pas, mais qui, comme ils sont engagés, peuvent être attaqués par leur société civile. Alors, de ce point de vue-là, on a vu que l'État français a été condamné 2 fois depuis 1 an. Hein, et donc, il y a une possibilité de pression importante. C'est une parmi d'autres. Ça ne suffira pas, mais c'est important. Je ne sais pas, peut-être que François ou Raphaël. Oui, non, mais François répond. Et déjà, moi, je voulais juste intervenir sur ce que racontait Calahorra. Qui est un ami à nous. Qui est un ami, il était même dans mon labo.
Vas-y. Mais non, non, non. Non, mais Vas-y, allez-y, vas-y. Raphaël, si vous voulez. Allez-y, Raphaël. Ah Allez-y, oui. et puis je dirai un mot sur le judiciaire. Non, non, mais alors, moi, je pense qu'effectivement, Kalaora, il met le doigt sur quelque chose que l'on disait, à savoir que tu as redit d'ailleurs, Catherine, à savoir que si on réfléchit au niveau global ou international, on est très pessimiste et on ne voit pas très bien comment les choses pourraient s'améliorer et comment effectivement on pourra faire face globalement aux conséquences du changement climatique, avec tout ce que ça importe, de populations qui devront quitter leur lieu de vie pour aller vers des cieux plus cléments. Donc, je pense, mais effectivement, ce que dit Kalaora, c'est qu'on est tout aussi impuissant à des niveaux plus proches du local. Alors, on a pu repérer une certaine impuissance au niveau national, par exemple en France, mais parce qu'il y a, à ce moment-là, c'est effectivement, on peut dire effectivement que le système juridique est quelque chose qui permet, et peut-être justement un contre-pouvoir beaucoup plus efficace que les mobilisations. Bon, bref. Mais je pense qu'il y va à un niveau plus local. La question est de savoir, de s'engager à faire quelque chose. Si on ne s'engage pas, il ne se passera rien. Le pire sera certain à ce moment-là. Pour que le pire ne soit pas certain, il faut que ce soit une possibilité, mais qu'il faut lutter contre. Ben, à ce moment-là, il faut savoir exactement d'où vient la situation et d'une certaine façon, pour reprendre un peu la démarche de Bruno Latour sur les clés, de déterminer quels sont les ennemis, quels sont les gens avec qui on peut s'allier pour améliorer les conditions de vie de telle zone et quels sont ceux qui s'y opposent. Et on peut se lancer à ce moment-là, soit dans des démarches citoyennes de cherchant à vivre autrement et à produire autrement dans les marges de liberté qu'on nous laisse, soit à s'engager dans une lutte politique qu'on peut perdre, mais qu'on peut aussi éventuellement gagner. Et je pense que il y a eu beaucoup de tentatives qui n'ont pas donné grand-chose. Ici en France, il y en a qui ont réussi quand même. Par exemple, Notre-Dame-des-Landes, ça a marché. Et d'une certaine façon, c'est quelque chose de très important pour essayer de réfléchir à une autre façon de vivre et de produire et de transformer les rapports à la nature et aux humains. Voilà ce que je répondrai à Kalaora. Quelques petites réflexions aussi en réponse aux questions sur la capacité du judiciaire. Je pense que pour le moment, il ne faut pas trop la surestimer parce que cela reste des juridictions nationales qui sont saisies et que la seule capacité de ces juridictions nationales, c'est de faire respecter aux États leurs propres engagements. Ce qui est déjà pas mal en soi, et ce qui est, et c'est peut-être là où c'est, dans mon sens, le plus intéressant, ce qui est aussi l'occasion de belles opérations de communication pour rappeler à la population qu'il y a des engagements auxquels les États doivent se tenir. Mais par contre, évidemment, la difficulté, c'est que il n'y a pas encore de possibilité pour les habitants du Bangladesh ou du Yémen, qui sont durement touchés par les conséquences du changement climatique, d'attaquer en justice les États-Unis ou la France pour les dommages que leur inaction leur fait subir. Et ça, à mon avis, ça reste
une des très, très grandes limites aujourd'hui du judiciaire par rapport à cela, c'est que le judiciaire reste contraint par les frontières de l'État. Et donc, quand le judiciaire agit et enjoint à l'État de faire davantage, il peut le faire et prendre de très beaux jugements symboliques. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a rendu un très beau jugement en avril dernier qui impose quelque part à l'État allemand d'en faire davantage au nom de la préservation des libertés des générations futures. Et donc, les cours nationales peuvent corriger un peu le tir, mais malgré tout ne peuvent pas imposer aux États des mesures qu'ils n'auraient pas choisi de prendre. Ce qui serait intéressant à voir en termes de développement, c'est ce qui se passerait si certains États attaquaient d'autres États. Par exemple, en 2002, Tuvalu a attaqué devant la Cour internationale de justice de La Haye, a attaqué les États-Unis et l'Australie au motif de la violation de son intégrité territoriale. L'argument de Tuvalu était le suivant, était de dire les États-Unis et l'Australie n'avaient pas ratifié le protocole de Kyoto, et donc il les considérait comme directement responsables de la hausse du niveau des mers et potentiellement de la disparition du territoire de Tuvalu. Et donc, ils ont invoqué ce motif, qui est un motif très sérieux en droit international. C'est le motif qui a provoqué la première guerre du Golfe, par exemple, quand le Koweït a fait valoir que son intégrité territoriale était menacée par l'Irak. Le problème, c'est que le procès n'a jamais eu lieu parce que dès qu'ils ont eu vent du procès, les États-Unis et l'Australie ont menacé de couper les vivres de l'aide internationale Tuvalu et que Tuvalu a très rapidement retiré son dossier. Mais ce serait potentiellement intéressant de voir ce qui se passerait si des pays un peu plus importants que Tuvalu, quelque part, potentiellement se coalisaient pour monter ce type de dossier. On pourrait imaginer qu'un tribunal international contraigne à ce moment-là d'autres pays à en faire plus. C'est la raison pour laquelle les pays industrialisés, je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques ici, mais c'est la raison pour laquelle les pays industrialisés tiennent absolument à ce que dans la négociation sur le climat, sur le volet des pertes et préjudices, donc loss and damage, qui est un volet de la négociation qui concerne d'éventuelles compensations financières pour les pertes liées au changement climatique, eh bien, dans ce volet, les pays industrialisés insistent absolument quant au fait qu'ils ne peuvent pas être tenus pour responsables directement des pertes et dommages. En d'autres termes, qu'il ne peut pas être établi un lien direct entre leurs émissions nationales de gaz à effet de serre et les impacts que subirait tel ou tel pays, de manière précisément à éviter des procès qui leur demanderaient des compensations liées à une notion de responsabilité directe. Sur la question de l'attrait pour des régimes autoritaires et sur comment gouverner l'ingouvernable, je pense que c'est un des grands risques du catastrophisme que pointaient Catherine et Raphaël Larère dans un de leurs derniers livres, sinon le dernier. Je pense que c'est effectivement le risque que si l'on considère que la catastrophe est certaine, les gens n'aient tendance à vouloir se réfugier dans des régimes autoritaires qui, quelque part, les protégeraient et seraient des régimes de plus en plus nationalistes. C'est la tentation de s'enfermer dans un bunker et de se dire « je vais essayer de me protéger moi et tant pis pour les autres ». Et on voit très bien que c'est déjà une sorte d'aspiration, de tentation qui monte un peu. Et je pense qu'il y a un vrai risque, effectivement, si l'on y prend garde, que le discours un peu catastrophiste ou collapsologue ne devienne une sorte d'allié malgré lui du nationalisme et du repli sur soi. Dans une logique survivaliste, et on voit très bien la tentation qui monte chez certains. Alors, c'est l'avantage des inconvénients de faire ça de façon virtuelle. Nous avons Yves Tiberghien qui nous dit bonjour de Vancouver au Canada et qui pose justement la question que vous évoquez, François Gémen. Il suggère qu'on observe aujourd'hui une réaffirmation des pouvoirs des États, y compris des deux grands, les États-Unis et la Chine, au niveau du contrôle des frontières, de la politique industrielle. Donc, les États refusent de partir et au contraire se renforcent.
Et les publics citoyens, eux, se reconcentrent sur les récits nationaux et nationalistes qui refusent actuellement toute logique universaliste. Alors, est-ce qu'il y a des exceptions? Ils citent par exemple peut-être la Norvège et à l'inverse la campagne présidentielle française qui est centrée véritablement sur des enjeux purement nationaux. Euh, sur ce point, au-delà disons, de la pression juridique, on a aussi la question de la pression politique et on a plusieurs questions finalement sur la Convention citoyenne pour le climat, pas uniquement au niveau national, mais comment en fait elle s'imbrique avec l'État-nation et comment, comment il serait possible de la déployer à l'échelle internationale pour accompagner les États dans la prise de décision. Alors, est-ce que la Convention citoyenne pour le climat est quelque chose qui est susceptible de dépasser les frontières de l'État-nation ou, au contraire, faut-il plutôt envisager sa déclinaison à l'échelle locale, espérer que cela fasse tache d'huile et pousse d'autres États à écouter leurs citoyens? C'est une question de Gérald Duhaillon. Et enfin, on a beaucoup de questions qui reviennent sur la question du local et du global, par où commencer. Edith Godefroy qui rebondit sur ce que dit François Gémen. Le changement viendra de chacun de nous au niveau individuel, localement par des mouvements citoyens, au niveau des municipalités et pas par l'international. Pascal Revaux qui nous dit comment ne pas abandonner une transformation globale qui mobilise trop de différents interlocuteurs humains au-delà des frontières, qui est effectivement relativement compliqué du fait de la diversité des différents acteurs à mobiliser. Pourquoi ne pas envisager l'extension des modèles de démocratie participative locale au niveau de différentes régions ou au niveau mondial, en sachant que Bérangère Priour nous dit, à propos de cette idée-là, que la gouvernance partagée, y compris par le biais d'une démocratie participative au-delà des États-nations, pose la question sensible de la représentativité des acteurs qui seraient appelés à décider et du poids relatif octroyé aux différents acteurs. Et on pourrait même pousser la logique plus loin et se dire, est-ce que l'action individuelle, l'appropriation individuelle de ces enjeux au niveau local ne se heurtera pas inévitablement à un plafond de verre, qui est un plafond de verre économique, qui est celui du système économique dans lequel nous vivons? Alors ça, c'est un débat qui est très contemporain, et donc je me permets de le remettre sur la table. Oui, Catherine Larère. Oui, moi je voudrais bien intervenir sur les conférences ou les conventions citoyennes sur le climat, parce que, bon, on a tous, enfin, je ne sais pas tous, beaucoup, regretté que finalement ça n'ait servi à rien, puisque les propositions… Ils n'ont pas grand-chose. Pas grand-chose, puisque les propositions qui devaient être adoptées ne l'ont pas été. Je voudrais quand même, de la même façon que François Gémen disait qu'il ne faut pas surestimer l'importance du judiciaire, il ne faut pas faire que démocratie participative égale conférence de citoyens ou convention citoyenne, quel que soit le nom, avant même d'en supposer la généralisation. C'est de l'ingénierie politique. C'est de l'ingénierie politique, c'est-à-dire ce sont des dispositifs, comme disent les Foucaldiens, pourquoi? Pas pour que les citoyens aient des idées nouvelles, pour que, écoutant des gens des experts qu'on leur a choisis, ils peuvent aussi avoir des experts contradictoires. Non, mais je veux dire, ce qui caractérise ces conventions citoyennes, c'est qu'elles surmontent les clivages. Elles peuvent, là où il y a des questions extraordinairement clivantes, entre partis politiques, lobbies, etc., une conférence de citoyens ou une convention citoyenne, bon, c'est de l'ingénierie, peut ne pas être clivée, et de ce point de vue-là, dans les propositions qu'on lui fait, elle peut retenir des choses importantes. Pour ça, c'est extrêmement important. Et cohérente. Donc, c'est important, mais il ne faut pas se dire démocratie participative égale convention citoyenne. Il y a
des formes d'action, alors qui sont plutôt dans les transformations des modes de vie que dans l'action politique, mais il y en a aussi dans l'action politique, hein, ce qu'Albert Augien appelle des actions autonomes de citoyens, qui, elles, ne sont pas dans l'ingénierie politique et qui peuvent avoir une importance. Alors, je n'ai pas vraiment de référence environnementale, mais bon, on en a vu nombre je dirais, en Espagne, le Occupy Wall Street, etc. Et ça, ce n'est pas de l'ingénierie politique. On a tellement une vision finalement complètement technocratique de la question climatique qu'on se dit il faut des instruments d'aide à la décision, ce qui est la question techno, et puisque les autorités politiques, les institutions existantes paraissent paralysées, on va trouver d'autres instruments d'aide à la décision. Très bien, mais ce n'est pas ça la démocratie, pas seulement ça. François, peut-être? Oui, sur la Convention citoyenne, moi j'ai envie de dire qu'en fait, ce qui est important dans la Convention citoyenne, il me semble que ce n'est pas le résultat. Je crois que c'est le processus. J'ai envie de dire, je le dis de façon un peu provocatrice, que quelque part, le résultat n'a pas d'importance. Ce qui compte, à mon sens, en termes de réflexion sur le processus démocratique, c'est le processus qui a amené 150 citoyens tirés au sort, qui en arrivant avaient des vues très diverses sur le changement climatique. Il y avait même 3 d'entre eux qui étaient climato-sceptiques et qui, au bout de 9 mois de débats, d'échanges, de lectures, d'informations, se sont transformés en 150 Greta Thunberg. En prenant des mesures, en proposant des mesures tellement radicales que quelque part, que le gouvernement lui-même a été surpris et que toute une série de gens dans la population se sont demandé en quoi ces 150 personnes étaient au fond représentatives de la population. Ça veut dire que dans ce processus, ces 150 personnes ont été transformées littéralement par la démocratie, par le processus délibératif. Et la question, je crois qu'il faut se poser, c'est quelque part, comment est-ce qu'on fait pour transposer la richesse de ce processus délibératif à l'ensemble de la population et ne pas la réserver à 150 chanceux et chanceuses. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être là un grand élément de réponse à cette crise de la démocratie représentative qu'on évoquait plus tôt dans la discussion, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait au fond pour avoir une vraie démocratie qui devienne délibérative. En d'autres termes, comment pouvons-nous encore nous parler de ces grands sujets et puis arriver à prendre une décision ensemble. Et on a l'impression que c'est un stade auquel la démocratie est bloquée pour le moment. Merci infiniment, François. Je voudrais prendre une dernière ou une avant-dernière série de questions. Alors, je suis très content parce que je pense que c'est ce que je voulais faire. C'est la conférence dans laquelle on a réussi à prendre le plus de questions du public et ça, c'est super. Alors, Margot Alpha revient aussi sur la question de la localisation. Elle nous dit, pour localiser la question globale de diminution de gaz à effet de serre, ça implique de repenser le système politique jacobin français actuel et de donner davantage de pouvoir aux régions, départements et aux collectivités. Pensez-vous que ce soit réalisable dans les prochaines années, en sachant qu'on est effectivement dans un contexte politique où l'échelon national, d'une certaine manière, ne cesse de se réaffirmer, le régalien, les politiques de sécurité, etc. Alexandra Taninek qui pose une question également très intéressante. Alors là, c'est au niveau à l'échelle de l'Union européenne sur le fonctionnement finalement du marché unique. Elle nous dit la politique économique européenne nuit souvent à la lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, c'est vrai que c'est un exemple très intéressant, on pourrait imaginer de nationaliser des entreprises ferroviaires pour que des lignes non rentables soient desservies et donc pour limiter la dépendance à la voiture. Mais l'Union européenne impose privatisations et concurrence, on le voit encore récemment en France, et déclare qu'on ne peut pas obliger des entreprises à desservir des lignes non rentables. Ce genre de décision ne devrait-elle pas
être débattus démocratiquement. Troisième question qui nous vient de Théodora Predescu, pardon. Les initiatives locales paraissent être motrices, mais y a-t-il un pays concrètement qui s'en sort mieux que les autres sur ces questions et qui pourrait faire office d'exemple pratique? Et enfin, dernière question, qui est plus un commentaire de la part de Pierre Kay, qui nous dit que le salut passera par les jeunes. C'est vrai qu'on a fait une étude récemment avec des collègues à l'université d'Oxford sur la manière dont les jeunes perçoivent les questions européennes. On s'est d'abord rendu compte qu'on avait très peu de données sur spécifiquement ce que les jeunes pensaient de l'évolution européenne, alors que d'une certaine manière, c'est peut-être le plus important, c'est peut-être eux la génération la plus importante. Et dans les données qu'on a, on s'est aperçu que finalement, par exemple, l'obsession européenne par exemple, pour la frontière, pour le renforcement de Frontex, pour l'immigration, etc., était relativement absente. Et en fait, c'était d'autres sujets qui étaient beaucoup plus importants pour les jeunes. Alors, est-ce que le salut passera-t-il finalement par les jeunes qui souhaitent s'atteler à cette série? Désolé, j'essaie de prendre le plus de questions possible. Je sais que ça fait beaucoup et je sais qu'elles sont toutes relativement importantes, mais vous pouvez en sélectionner à votre bon vouloir. Bon, moi, je peux essayer. Je crois que ce n'est pas une question de salut. Hein. Je crois que le terme est malheureux et religieux. Bon, des solutions positives et avancer, ce n'est pas seulement une question de solution, avancer vers des modes d'action qui permettront non seulement de faire face aux difficultés, mais surtout, ce qu'on peut attendre des générations qui viennent, d'avoir un autre type de rapport à la nature, de concevoir autrement la production, qu'elle soit industrielle ou agricole. Je crois que c'est ça qu'on peut attendre. Et c'est vrai que, on l'a vu dans les questions climatiques, il y a une dimension intergénérationnelle qui est importante. Hein. Et on a appris quelque chose, c'est que là, des gens comme philosophiquement, avec des gens comme Hans Jonas, on a fait intervenir la question des générations futures qui paraissait assez fumeuse. En fait, on s'est rendu compte que les générations futures, c'était les jeunes d'aujourd'hui. C'est eux les générations futures et de ce point de vue-là, c'est extrêmement important. Donc, je ne sais plus que les autres questions qu'il y a eu, peut-être que Raphaël, tu veux dire des choses? Il y a une question aussi que je n'ai pas bien suivie sur la décentralisation. Oui. Hein. Alors, je pense que, c'est bien évident qu'il faut l'intérêt, c'est de pouvoir intervenir à tous les niveaux. Et c'est vrai que les municipalités ont souvent des capacités d'intervention supérieures à celles des États, hein, que le gouvernement ne parviendra pas à faire, mais qu'un maire, un conseil municipal, bien soutenu par ses électeurs, peut faire. Donc, on peut passer au niveau des municipalités. Il est important aussi de redonner une certaine autonomie, mais ça va tout à fait à l'encontre, effectivement, de la politique qui est suivie et qui est de plus en plus top-down et de plus en plus non seulement jacobine, mais... Oui, ils ont bon dos, les Jacobins. Hein, ils ont bon dos, les Jacobins. Oui, non, on dit jacobine, moi je trouve que c'est plutôt ancien régime, mais enfin, voilà. Mais dire aussi peut-être qu'il ne faut pas confondre décentralisation et démocratisation. Voilà, c'est pas la même chose. Les différentes mesures de décentralisation depuis 81, finalement, sont beaucoup plus des mesures par lesquelles le pouvoir central délègue à des autorités administratives locales
des pouvoirs qu'il ne veut pas exercer, sans que ça se traduise par une véritable démocratisation au niveau local. Et sur ce que Raphaël disait sur les mairies, c'est vrai que les maires ont des pouvoirs de faire, mais on a vu aussi avec les arrêtés qui avaient été pris interdisant des épandages de phytosanitaires à une certaine distance enfin, des maisons. Des maisons, que ça avait été cassé par le préfet ou par des autorités supérieures. Donc, décentralisation, oui, si par là on entend véritablement démocratisation des instances dites inférieures. Et que la décentralisation ne soit pas simplement une délégation de tâches sans apporter les crédits qu'il font en ni plus. les capacités de décision. Voilà, hein, c'est un peu de jouer avec les régions comme on joue d'ailleurs entre l'État et les entreprises, qui est rentable pour les entreprises privées, ce qui n'est pas pour l'État, et ce qui est encore moins rentable pour les régions. Okay. Merci beaucoup. François Gémen, je vais vous laisser le dernier mot. Donc, juste un petit mot pour les jeunes alors. Il y avait une question sur les jeunes, effectivement. Au risque de choquer, je pense qu'il ne faut pas trop attendre des jeunes. C'est-à-dire que je pense qu'on a une vision très tronquée des jeunes. On voit évidemment aujourd'hui les jeunes qui se mobilisent, on voit les jeunes qui sont dans la rue, on voit les jeunes qui sont actifs sur les réseaux sociaux, et ça peut donner, je pense, l'illusion qu'il y a une sorte de génération climat. Mais je pense qu'il est très important de garder en tête que Greta Thunberg ou les questions climatiques en général ne touchent pas l'ensemble des jeunes, et que l'ensemble des jeunes n'a pas conscience de faire partie de cette génération future qu'on a souvent décrite dans les rapports et dans les travaux scientifiques. Et donc, je pense qu'il faut se méfier de cette idée selon laquelle tout va être réglé par la génération suivante. D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas de génération climat. Je pense que c'est un mythe qu'on se raconte pour peut-être se rassurer un peu. Et que d'autre part, ça arrivera trop tard de toute façon. C'est-à-dire que vu aujourd'hui l'urgence climatique, nous n'avons pas le loisir de nous permettre d'attendre un renouvellement de génération dans les instances dirigeantes, que ce soit des instances dirigeantes en politique ou dans les entreprises, et que donc il y a une nécessité à l'action maintenant. Maintenant, ce qui est très vrai, c'est que on a l'impression effectivement que les résistances à l'action pour le climat ou pour la biodiversité viennent principalement d'un public âgé et qu'on a qualifié parfois de boomer. Et là encore, je pense qu'il y a un biais médiatique qui nous fait voir cela, notamment parce que aujourd'hui, dans les médias, le discours anti-écolo et le discours conservateur au sens strict du terme est incarné par des personnes âgées. Pour une simple raison, c'est qu'elles ont beaucoup plus de temps à passer sur les plateaux de télévision. Il y a aujourd'hui des commentateurs et des éditorialistes conservateurs qui passent leur vie sur les plateaux de télévision. Alors moi, je vais de temps en temps sur les plateaux de télévision, mais c'est extrêmement chronophage. D'abord parce qu'ils ne sont pas au centre de Paris, mais qu'ils sont plutôt du côté du 15e ou d'ici les Moulineaux, et que donc il faut y aller. Parce que les programmateurs vous font venir 40 ou 45 minutes à l'avance pour être sûr que vous ne soyez pas en retard. Parce qu'après, vous devez encore rentrer chez vous. Et globalement, pour un passage de 10 minutes ou un quart d'heure, ça vous mange facilement une demi-journée. Et donc, quand vous êtes jeune, quand vous avez un vrai métier, quand vous avez une famille et des enfants, vous n'avez pas le loisir de passer votre journée sur les plateaux de télévision. Mais par contre, il y a des gens qui sont à la retraite ou en pré-retraite que ça amuse de passer toute la journée sur les plateaux de télévision pour tenir un discours profondément conservateur. Et c'est aussi, je pense, la force de certains médias de droite ou d'extrême droite, comme Le Figaro, comme Le Point ou comme Valeurs Actuelles, c'est de salarier des gens
qui ne produisent quasiment aucun écrit de nature journalistique, mais qui par contre vont faire du commentaire de droite conservateur anti-écolo à longueur de journée sur tous les plateaux de télévision. Et ils se disent, et les patrons de presse se disent que c'est une opération rentable parce que ça fait parler du titre à la télévision. Mais donc, je ne pense pas du tout que toutes les personnes âgées se retrouvent dans le discours des vieux qu'on entend à la télévision à longueur de journée. Oui. Et donc, je pense qu'il y a quelque part un double biais générationnel qui nous fait imaginer que tous les jeunes font partie de la génération climat et que tous les vieux sont des boomers conservateurs et réactionnaires. Je ne pense pas du tout que ça soit le cas. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, François. Si vous souhaitez approfondir ces enjeux, vous avez le bouquin de François Gémen sur la géopolitique du climat notamment. Le dernier ouvrage de Catherine et Raphaël Larère qui s'appelle « Le pire n'est pas certain », essai sur l'aveuglement catastrophiste aux éditions Premier Parallèle. Vous avez également la revue internationale stratégique que vous pouvez retrouver sur le site de l'IRIS. Et il me reste d'une part à remercier tous nos participants qui sont encore 127. Félicitations d'être restés jusqu'au bout. Notre équipe événement à l'IRIS, sans laquelle nous ne pourrions pas organiser tout ça. Merci infiniment. Et puis, surtout, merci à nos intervenants d'avoir été disponibles. Alors, c'est pas... Je sais que c'est parfois chronophage, c'est tout aussi chronophage On n'a pas eu à se déplacer. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, d'une part, effectivement, on n'a pas forcément à se déplacer. Et puis, ça permet, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit le plus interactif possible, à la fois entre vous et puis avec le public. Donc, j'espère que l'exercice vous a plu. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie encore très vivement de votre disponibilité ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à Au toutes. revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.